Bonjour, je vous propose une introduction à l'objet d'étude Romans et récits du Moyen-Âge au XXIe siècle en suivant l'œuvre au programme Enfance, publiée par Nathalie Sarraute en 1983, et le parcours associé Récits et connaissance de soi. La problématique que j'ai choisie pour cette séquence est la suivante: comment écrire une autobiographie sincère? Cette introduction va parler principalement des rôles et des difficultés de l'autobiographie en trois parties principales. On aura d'abord des éléments biographiques sur Nathalie Sarraute, on continuera avec des éléments sur l'autobiographie, on se demandera ensuite pourquoi il est difficile d'être sincère, et on conclura avec les rôles du double dialogique. Pour commencer cette introduction, à vous de réfléchir. Si je vous parle d'autobiographie, à quoi pensez-vous? Prenez quelques instants pour réfléchir, ça vous rappellera peut-être des souvenirs de quatrième. Qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie? Maintenant que vous avez commencé à avoir des éléments qui sont venus dans votre tête, d'autres questions qui peuvent peut-être vous guider pour nous mener à l'objet où je veux que nous aboutissions. Pourquoi écrire une autobiographie? À quoi cela sert? Pourquoi décide-t-on un jour d'écrire une autobiographie? Encore une fois, prenez quelques secondes pour y réfléchir. Désormais, pourquoi écrire sur son enfance? Pourquoi est-ce qu'une fois arrivé à un certain terme de sa vie, on choisit d'écrire sur son enfance dans le cadre d'une autobiographie? Ce n'est pas tout à fait une réponse, mais en tout cas, ce sera la mienne. Ce que je vous propose pour essayer de cheminer lentement vers cela, c'est, si vous avez la chance d'avoir sous la main « Ma mère avait ce geste », un ouvrage publié par Alain Raymond en 2021 chez Plomb, c'est de le prendre à la page 58. Vraiment, si vous l'avez, lisez évidemment tout l'ouvrage, mais les pages 58 à 59 non seulement sont magnifiques, mais en plus servent notre projet. Je vais vous lire simplement quelques lignes, très rapidement. De livre en livre, je raconte la même chose, la même histoire. Simplement, à chaque livre, je comprends un peu mieux. J'avance, je sors du labyrinthe. Écrire sur son enfance, c'est se faire spéléologue. On descend au fond de soi, on va de plus en plus profond, à la recherche d'un monde enfoui qui serait celui des origines. On tâtonne en quête de souvenirs, de sensations. On espère retrouver les toutes premières fois qui sont le privilège de l'enfance. Quand on découvre le monde, les autres, quand on a conscience de sa propre existence, de son propre soi. C'est une citation qui est vraiment beaucoup trop courte par rapport à la qualité, à la beauté de ces lignes et de ces pages. Encore une fois, je vous renvoie vers l'ouvrage « Ma mère avait ce geste », Alain Raymond, publié chez Plomb. Ce que je voulais, en vous lisant ces quelques lignes, c'est peut-être revenir sur l'idée que c'est alors qu'on se construit dans son enfance. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, une fois arrivé à un certain terme, on décide d'écrire sur son enfance plutôt qu'à un autre moment de sa vie, puisque c'est là qu'on se construit, c'est là qu'on n'est pas encore fait, on n'est pas encore modelé. De plus, il peut y avoir la nostalgie. L'enfance, c'est la nostalgie, c'est un monde merveilleux qu'on n'a pas forcément éprouvé comme ça quand on était enfant. Mais avec du recul, on se rend compte que si, c'était peut-être ça le bonheur. Et tant qu'à faire, autant écrire sur le bonheur. Encore que, vous allez voir que dans tous les cas autobiographiques, il ne s'agit pas que de raconter un bonheur passé. J'en viens donc à ma première grande partie, les éléments biographiques sur Nathalie Sarraute, et il va falloir gratter. Nathalie Sarraute est née en 1900, près de Moscou, et morte à Paris en 1999. Elle est née russe dans une famille aisée d'origine juive, et elle est devenue une des plus importantes écrivaines françaises, presque par les hasards de la vie. Son nom de naissance est Natalia, ou Natacha Tcherniak, T-C-H-E-R-N-I-A-K. Suite au divorce de ses parents, elle est ballottée pendant ses premières années entre la France, la Russie et la Suisse, ce dont elle parle dans son ouvrage Enfance. Petite parenthèse, j'en profite pour vous rappeler qu'évidemment, lorsqu'on établit la biographie d'un auteur, c'est en rapport avec l'œuvre qu'on étudie. C'est pour cela que je vous précise ceci, ainsi que ce qui va suivre. Sa mère l'emmène vivre avec elle à Genève, puis à Paris. Chaque année,
Elle passe 2 mois avec son père en Russie ou en Suisse. Ensuite, Natalia Tcherniak ira de nouveau vivre en Russie, à Pétersbourg, avec sa mère et le nouveau mari de celle-ci. Son père, qui connaît des difficultés en Russie du fait de ses opinions politiques, sera quant à lui contraint d'émigrer à Paris. La jeune Natalia grandit aussi près de son père à Paris et avec Vera, la seconde femme de son père, et bientôt sa demi-sœur Hélène, dite Lily. Cette période, entre 1909 et 1917, sera difficilement vécue par Nathalie Sarraute. Par la suite, elle a étudié la sociologie, l'anglais et le droit à Berlin, Oxford et Paris. Elle devient avocate au barreau de Paris et rencontre son futur mari, Raymond Sarraute. En 1939, elle publie un ensemble de textes courts intitulés « Tropismes ». Elle définit les tropismes comme des mouvements instinctifs, déclenchés par la présence d'autrui ou par les paroles des autres. La guerre et les lois anti-juives l'obligent à se cacher. Elle décide, après la guerre, d'abandonner sa carrière d'avocate et de se consacrer entièrement à l'écriture, loin de tout milieu littéraire, dans un isolement et une incompréhension presque totale pendant plus de 20 ans. Nathalie Sarraute est un des chefs de file du nouveau roman, et je l'ai déjà dit, mais il y a toujours des dates à garder en tête. Outre les années de naissance et de mort, ce sont les années de publication des œuvres au programme. Enfance a été publié en 1983. Vous avez peut-être entendu que j'ai dit à la fin que Nathalie Sarraute était un des chefs de file du nouveau roman. Qu'est-ce que le nouveau roman? D'une façon très brève, très synthétique. Le nouveau roman désigne un mouvement littéraire français du milieu du XXe siècle. Il s'oppose à la conception traditionnelle du roman. Ainsi, l'omniscience d'un auteur démiurge est-elle critiquée? Pour le dire autrement, l'auteur, dans la vision classique, traditionnelle, est un démiurge, c'est-à-dire presque un dieu. L'auteur peut tout sur l'histoire et sur ses personnages. Dans le nouveau roman, on va baisser énormément le pouvoir de l'auteur. Dans ces romans, il n'y a plus de héros. Le personnage même tend à disparaître. Il devient anonyme. Il perd son nom au profit d'une initiale, voire d'un pronom. Il, elle. Les personnages n'ont plus de nom. On les appelle il, elle, ou simplement par leur initiale. Évidemment, la psychologie des personnages n'est plus d'actualité. On est à l'inverse du roman au XIXe siècle. Enfin, la notion d'intrigue est sabotée. Un roman ne vise plus à raconter une histoire. Les auteurs incontournables de ce mouvement sont Michel Butor, Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Claude Simon et, vous l'aurez compris, Nathalie Sarraute. Nous allons passer à la deuxième partie, consacrée à l'autobiographie. Je vous ai demandé en ouverture, en introduction, qu'est-ce que pour vous une autobiographie? J'espère que ça vous a rappelé quelques souvenirs et peut-être que les premiers éléments émaillés par-ci par-là ont déjà activé quelques petits éléments. Mais quand on veut savoir ce que signifie un mot, on peut évidemment aller le chercher dans le dictionnaire. On peut aussi, quand on a quelques petites notions d'étymologie, le découper. Autobiographie est composée finalement de 3 mots. Auto, vous le savez sans doute, c'est soi. Bio, c'est le vivant. Pensez à la biologie, par exemple. Graphie, c'est l'écriture, c'est le fait d'écrire. Vous avez énormément de mots qui contiennent graphe ou graphie dedans, c'est tout ce qui est en rapport avec l'écriture. Donc, autobiographie, étymologiquement, l'autobiographie désigne l'écriture de sa propre vie. Évidemment, cela ne saurait suffire. Dans un ouvrage de référence sur l'autobiographie, le critique Philippe Lejeune a défini l'autobiographie comme étant un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence. Je répète, un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence. Ça, c'est une définition qu'on gagnera à apprendre par cœur, évidemment. L'auteur, le narrateur et le personnage renvoient à la même personne réelle. Plus simplement, on peut retenir un schéma très simple, N égale A égale P.
En ce cas, N égale, enfin, le narrateur égale l'auteur égale le personnage, donc N égale A égale P. Ici, on ne va pas parler de l'autofiction, dont vous avez peut-être déjà entendu quelques éléments. L'autofiction utilise d'autres ressorts. Dans le cadre de l'autofiction, l'auteur s'inspire de sa vie pour imaginer des situations fictives. On va essayer de rester ici au maximum, malgré quelques petits pas de côté que je ferai, sur l'autobiographie, sur le fait de raconter avec sincérité, autant que possible. Vous avez retenu évidemment la problématique de ce cours. Comment raconter avec le plus de sincérité possible les choses telles qu'elles ont réellement eu lieu. On admet généralement que Jean-Jacques Rousseau est le précurseur du genre lorsqu'il rédige Les Confessions. Publication posthume en 1782, évidemment tout le monde sait, Jean-Jacques Rousseau, né à Genève en 1712, mort en 1778, l'auteur des Confessions, mais aussi du contrat social, du discours sur l'origine et les fondements de l'illégalité parmi les hommes, un auteur formidable, magnifique, avec une plume d'une beauté incommensurable, et qui écrit avec une finesse. Là, pour le coup, on parlait d'étymologie précédemment. Vraiment, les mots que choisit Jean-Jacques Rousseau ne sont jamais dus au hasard. Ça va même plus loin. Même la ponctuation n'est pas due au hasard. Mais je m'égare. Je disais donc que les Confessions, en tout cas le livre premier, commence par ces mots. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Voilà donc pour le début des Confessions, vous aurez peut-être remarqué qu'un pronom est particulièrement utilisé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est d'ailleurs le premier mot de l'ouvrage. Je forme une entreprise qui ne donne jamais d'exemple. Je veux montrer à mes semblables. Je sens mon cœur, je connais les hommes, je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. Il y a 21 occurrences du pronom je ne compte même pas les ma, les moi, les mon. 21 occurrences dans ces 3 paragraphes que je vous ai lus. On va revenir sur ces quelques lignes de Jean-Jacques Rousseau un petit peu plus loin dans le cours. Je voudrais désormais évoquer Annie Ernaux. Annie Ernaux qui est une autrice contemporaine, qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage cette année, en 2022. Elle publie des journaux extimes. Un journal extime, c'est un petit peu comme un journal intime, sauf qu'il est destiné à être publié. Il est écrit dans l'optique d'être publié plus tard, contrairement au journal intime qui, lui, n'est pas réellement une autobiographie, surtout si on suit les définitions de Philippe Lejeune, puisqu'il est destiné seulement à soi. Là, le journal extime a été écrit dans l'optique d'être diffusé, d'être publié. La première phrase de Hôtel Casanova, qui est un court texte d'Annie Ernaux, publié en 1988, écrit en 1988, est « J'ai retrouvé une lettre de P dans un dossier de facture datant des années 80. » Ici, le « je »
j'ai retrouvé, renvoie à Annie Ernaux. Et puisque le récit qu'elle va faire est réel, au lieu d'inventer un prénom à son amant, ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'une autofiction ou d'une fiction tout court, elle se contente de mettre son initiale, P, afin de respecter son intimité. Annie Ernaux raconte au lecteur d'où lui vient son inspiration. C'est presque par hasard, elle a retrouvé une lettre. Au début d'un autre texte, intitulé « L'homme de la poste à C », C majuscule point, qui date de 2002, nous voyons que l'usage de la première personne est toujours très présent et qu'Annie Ernaux s'apprêtait à écrire une autre histoire. Je vous lis son texte. « J'ai d'abord pensé que j'écrirais sur CG, dont j'ai retrouvé la semaine dernière l'adresse sur le Minitel, la regardant avec stupeur, comme s'il était invraisemblable qu'il soit toujours vivant, à Pontarlier précisément. J'ai commencé d'écrire, mais l'image d'un autre homme venait s'interposer et arrêter mon récit. C'est de cet homme-là que je devais parler. » Comme vous l'avez entendu, elle s'apprêtait à écrire sur un homme, et puis finalement, là aussi presque par hasard, c'est d'un autre homme dont elle va parler, on voit l'œuvre en train de s'écrire. Et c'est réel, évidemment. Troisième exemple, et c'est là que je vais faire le pas de côté que j'évoquais tout à l'heure, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, après plusieurs années de silence, Blaise Cendrars reprend la plume. Blaise Cendrars, il faut le savoir, est un mythographe. Il ne prétend pas écrire son autobiographie, car il a toujours menti sur ce qu'il a fait réellement. Pour lui, ce qu'on transmet importe plus. Pour vous donner un exemple, il a écrit un texte qui s'intitule « La prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France », c'est un poème, et dans ce poème, on est à bord du transsibérien et on voyage. Plusieurs années après, un journaliste lui a demandé « Cendrars, avez-vous vraiment pris le transsibérien ?» Et Cendrars de répondre « Qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque je vous l'ai fait prendre à tous ?» Bon, je cite de mémoire, mais l'idée c'est cela, c'est que moi, auteur, Blaise Cendrars, j'ai pris le transsibérien, ou que je ne sois jamais monté dedans, quelle importance? On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous, en tant que lecteur, quand vous lisez la prose du transsibérien, un poème magnifique, incroyable, lisez-le absolument, quand vous le lisez, il faut que vous vous pensiez dans le transsibérien. Il faut que vous puissiez vous projeter là-dedans. Donc, pour lui, en plus d'inventer des choses, ou dans ses récits, donc qui ressemblent un petit peu à des autobiographies, mais qui n'en sont pas réellement, il y a des choses qu'on sait qui sont vraies, il y a des choses pour lesquelles on a des doutes, on sait qu'il y a une partie qui est vraie, une autre partie pour laquelle c'est beaucoup plus incertain, et il y en a d'autres pour lesquelles on n'a aucune autre source que ce qu'il prétend lui-même. J'en veux aussi pour témoignage la légende de Novgorod, son soi-disant premier ouvrage. Bref, il ment comme un arracheur de dents, il n'arrête pas de mentir. Et pourtant, il narre des épisodes de sa vie dans L'homme foudroyé, dans Bourlinguer ou dans Le lotissement du ciel. Dans le premier, il prévient, je cite, « Je déclare au lecteur inconnu, à l'intention de qui j'ai rédigé ces notes, que je n'y dis pas tout. On a pu le remarquer. Je ne dis que ce que je veux bien dire. » Fin de citation. On est donc dans un cadre relativement autobiographique, mais quelles sont les limites? Dans la mesure où il affirme choisir ce qu'il dit. Il nous dit explicitement « je ne vous dis pas tout ». Dans Bourlinguer, nouvelle citation. « Il ne faut jamais revenir au jardin de son enfance, qui est un paradis perdu. Écrire n'est pas mon ambition, mais vivre. J'ai vécu, maintenant j'écris. » Un écho à ce qu'on disait précédemment sur la place de l'enfance dans le cadre autobiographique. Et dans Le lotissement du ciel, je cite, « Je me remets à écrire pour rattraper le temps perdu, la vie qui fuit. Écrire, descendre comme un mineur au fond de la mine, avec une lampe grillagée au front, lumignon dont la clarté lumineuse fausse tout, dont la flamèche est un danger permanent d'explosion. » On le voit, bien qu'il s'agisse de parler de soi, la chose est loin d'être facile. D'autant plus qu'en parlant de soi, il faudra parler aux autres. Voilà pour la petite leçon sur l'autobiographie. Et à nouveau une petite question. Si j'écris une autobiographie, quel cadre dois-je suivre? Est-ce que je dois être chronologique? C'est-à-dire que je pars à une date donnée, j'arrive à une autre date, et entre les deux, je suis exactement le temps tel qu'il s'est écoulé. Pourquoi pas?
c'est ce qui est fait la plupart du temps, au moins dans les grandes lignes, mais on va forcément, ou presque forcément, avoir des analepses et des prolepses, c'est-à-dire des flashbacks et des flash-forward en anglais. On peut aussi être thématique. On peut se dire, voilà, là je vais écrire le chapitre de mon autobiographie dans lequel je parlerai uniquement de ce sujet. Donc je consacre tout un chapitre à ce sujet, je n'en parle plus après, j'ai tout dit sur ce sujet en mêlant les temps ou éventuellement des temps chronologiques à l'intérieur de ça. Autre possibilité, on peut écrire son autobiographie en évoquant un souvenir précis au moment où il nous prend. Et là on va être assez proche du tropisme. Je vis ma vie, soudain je repense à quelque chose de mon enfance et j'écris sur ce sujet-là. Dans ce cas-là, je n'essaie pas forcément d'être chronologique, c'est plutôt des flashs, les tropismes. C'est à une autre échelle, hein, attention ne confondons pas tout, mais c'est à une autre échelle ce que nous aurons chez Proust avec la Madeleine. Puisque notre travail porte sur Enfance de Nathalie Sarraute, je vous invite maintenant à lire les chapitres 1 à 3. Alors ce n'est pas numéroté, mais bon, puisque ce sont les premiers, vous y retrouverez assez facilement. Je vous laisse quelques instants pour lire ça. Évidemment, vous mettez pause, je ne vais pas faire un long silence. Voilà, vous avez probablement fini de lire les chapitres 1 à 3. Je voudrais simplement faire un petit point sur les différents personnages que nous trouvons dans ce livre, à l'exclusion évidemment du père et de la mère, de la narratrice, qui est aussi l'autrice, et le personnage principal. À garder sous le coude pour ne pas vous perdre pendant votre lecture. Alors tout d'abord, Tachok, T-A-C-H-O-K, est un des surnoms de Nathalie Sarraute. Vous allez le retrouver à quelques occurrences pendant votre lecture. Ensuite, nous avons Gasha, qui est la bonne qui s'occupe de Nathalie Sarraute à Pétersbourg. Kolia, qui est le nouveau mari de la mère de Nathalie Sarraute. Vera, la nouvelle femme du père de Nathalie Sarraute. Enfin, Lily, qui est le surnom d'Hélène, la fille de Vera et du père. Le grand 3 sera beaucoup plus bref, mais c'est une question qui est importante, puisque, je vous rappelle la problématique choisie, comment écrire une autobiographie sincère. Nous avons évoqué la biographie de Nathalie Sarraute, nous avons évoqué quelques mots sur l'autobiographie. Pourtant, c'est difficile d'être sincère. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement qu'on peut oublier. Nous avons donné la définition de l'autobiographie, c'est un récit rétrospectif. De plus, l'autobiographie est souvent écrite quand on est âgé, en l'occurrence Nathalie Sarraute aura 83 ans quand elle publiera Enfance. Est-ce qu'on peut vraiment se souvenir à 80 ans, mais peu importe, à 70, à 60 ans, peut-on vraiment se souvenir de ce que nous avons vécu quand nous avons 6 ou 7 ans? Est-ce que tout ce dont on se souvient est réel, à la fois dans les faits, dans les ressentis, etc. Une première difficulté pour la sincérité, c'est qu'on peut avoir tout bonnement oublié. Deuxième raison pour laquelle il est difficile d'être sincère, c'est une volonté d'éthos. Éthos, vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre de l'argumentation. L'éthos, c'est l'image que je construis de moi. J'ai envie d'arranger le passé, plus ou moins consciemment, mais j'ai envie qu'on ait une bonne image de moi. Je vais écrire mon autobiographie, c'est entendu, mais pourquoi raconterais-je des choses abominables qui certes sont vraies? Peut-être qu'elles étaient moins abominables qu'elles ne me le semblaient. Alors je vais arranger légèrement la vérité. Troisième raison qui pousse à la difficulté de la sincérité, c'est que nous choisissons les sujets dont on parle dans une autobiographie. Et quand je dis nous choisissons, c'est un choix qui est plus ou moins conscient. Dans quelle mesure est-ce que je suis conscient de choisir de parler de ça? Et dans quelle mesure est-ce que je suis conscient de choisir de ne pas parler de ça? Je ne peux pas tout dire. L'exhaustivité est impossible dans une autobiographie, même sans aller jusqu'à l'autobiographie qui est écrite 30 ans, 40 ans plus tard. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'écrire votre journal intime. Rien que sur une journée, c'est impossible de tout dire. C'est impossible. Il faut donc faire des choix. Qu'est-ce qui va être saillant? Que je raconte ma journée le soir même, ou dans le cadre de l'autobiographie, que j'essaie de raconter ma vie des décennies plus tard, qu'est-ce qui est le plus important? Et c'est là que j'en reviens à Jean-Jacques Rousseau, par rapport à cette difficulté d'être sincère. C'est-à-dire que dès les premières lignes, en fait, il nous avait prévenu. Outre le fait qu'il se mette en avant avec la première personne et le caractère unique, singulier de sa personne,
Il nous dit qu'il est déjà difficile d'écrire une autobiographie, alors qu'il prétend être le seul à être capable de le faire. S'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, en gros, s'il m'est arrivé d'ajouter des choses pour faire joli, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. Voilà. Donc il assume la possibilité de ne pas se souvenir de tout, et que quand il ne s'est pas souvenu d'une chose, il a rempli ce trou. Il a mis des choses dedans. Quelle est la part véridique dedans? On ne sait pas. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être. Bon. Donc les moyens, et c'est là aussi, je rebondis sur ce que je viens de citer dans Jean-Jacques Rousseau, il est difficile d'être sincère pour ces raisons-là. Il y a des moyens qui existent, on peut combler les vides, on peut inventer de toutes pièces. Et c'est ce que fera plutôt Sandrard, le fait d'inventer de toutes pièces certains éléments. On peut aussi expliciter, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans son autobiographie où on peut dire, voilà, là, je sais que j'ai vécu quelque chose, mais avec le recul, je ne suis plus capable de rendre compte de ce que j'ai vécu là, et je vous le dis. C'est une possibilité. Dans ce cas-là, je suis sincère, mais je ne dis pas tout. Et nous allons terminer cette introduction à Nathalie Sarraute, à l'autobiographie, à ses rôles et à ses difficultés, avec les rôles du double dialogique dans Enfance. Les rôles du double dialogique, j'en ai identifié 5. Après, c'est évidemment impartial et c'est une lecture que je propose. Vous avez sans doute remarqué, dès le début du texte, qu'il y a une particularité dans Enfance, c'est que deux personnes discutent, c'est un dialogue, sauf que ce n'est pas un véritable dialogue. Les deux personnes sont Nathalie Sarraute, et en fait, elles dialoguent avec elles-mêmes, d'où le double dialogique dont je parle. Je disais donc que ce double a 5 rôles principaux. Je passe sous silence le rôle de connivence, que nous aurons par exemple, page 32, 164 ou 174, et le rôle de dynamisme, puisque, vous le savez, au lieu d'avoir un gros bloc de texte, si quelqu'un intervient pour dialoguer, ça va être un petit peu plus dynamique, et on l'a par exemple aux pages 71 et 85. Ça, je ne l'évoque pas trop, parce que ça me semble pas être ce qu'il y a de plus important. En revanche, ce qui est très important, c'est de recadrer ou de rester factuel. Le double dialogique assume cette fonction plusieurs fois. Simplement 2 citations. Sois juste, dit le double. Autre citation. Fais attention, tu vas te laisser aller. On voit donc que le double est là quand même à surveiller ce qu'écrit Nathalie Sarraute pour être sûr qu'elle ne se laisse pas embarquer par l'envie de faire beau. Par l'envie de se laisser mener, soit par l'éthos, soit par la plume. Deuxième rôle qu'on va retrouver assez régulièrement dans le texte, c'est poser des questions. Poser des questions, simplement, par exemple, pourquoi? Autre question, que recevait le gagnant? Là, c'est une question qui est assez étonnante, puisque c'est une question quasiment de quelqu'un d'extérieur, d'étranger. Que recevait le gagnant? Normalement, le double est censé le savoir, puisque c'est le double de Nathalie Sarraute. Il n'empêche que cette question-là est posée par le double. Mais comment? Demande encore le double. Troisième rôle assumé par le double, confronter les temps, confronter les époques. 2 citations très courtes. Il ne t'appelait plus jamais ta choc. Donc Nathalie Sarraute se plonge dans un souvenir d'enfance, elle nous raconte les choses au moins autant que possible, telles qu'elle les avait vécues et éprouvées à cet âge-là. Et le double a un regard de surplomb et est capable de savoir que par la suite, dans ce contexte-là, son père ne l'appelait plus Tachoc. Autre citation, quel désarroi après au lycée. Donc là, on est à l'âge de l'école élémentaire et on évoque le lycée très brièvement. Mais c'est aussi une façon de confronter les temps. Nathalie Sarraute ne peut pas se permettre de confronter les temps, puisqu'elle essaie d'être quand même relativement chronologique. Le double peut offrir cela. Quatrième rôle, accompagné, j'ai envie de dire presque comme un psychologue, ou comme un psychanalyste plutôt. Le double dit à un moment, fais un effort, point de suspension. C'est bien, continue, point de suspension. Donc, il accompagne la réflexion, il accompagne la pensée, il accompagne l'écriture, il accompagne la remembrance. Donc vraiment un rôle de compagnon, mais de compagnon qui semble avoir un rôle psychologisant quand même au-dessus. Et cinquième rôle que je vous propose de retenir, c'est inciter ou insister. Essaie de te rappeler
dit le double. Autre citation, tu te rappelles, point de suspension, l'époux, point de suspension, l'époux. Donc évidemment que le double se souvient d'époux, puisqu'il les évoque, mais il essaie de faire revenir le souvenir à Nathalie Sarraute, et d'où l'importance de ce double-là. Voilà, j'en ai fini de cette séance introductive à Nathalie Sarraute, à l'autobiographie, et il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans l'œuvre, à prendre des notes au fur et à mesure, et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne lecture.